Salut à toi, je suis ravi de te retrouver pour ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent 2025 de Baleine sous Gravillon où j'essaye de te raconter les espèces les plus incroyables, les plus renversantes que je connaisse. La dernière fois, je t'avais parlé de la skie multicolore, alias la crevette menthe pan. Et aujourd'hui, on reste dans le monde des Playmobil avec des gros guillemets, c'est-à-dire le monde des arthropodes, cet embranchement, tu sais, qui comprend tous ces animaux qui ont un squelette dur et articulé comme les insectes, les araignées et aussi les crustacés. Et le scarabée tortue d'or, il a un point commun avec justement la crevette menthe pan que je te racontais la dernière fois, parce que dans les deux cas, ces espèces portent des noms qui sont jumelés avec celui d'une autre espèce. Là, tu vois que le scarabée, lui, il est associé à la tortue. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Mais connaissez-vous les noms de mes nouveaux compagnons? Je ne sais pas si tu te souviens de cette célèbre rengaine des inconnus qui nous fait rire du sort des insectes depuis 1991. Et oui, ça date déjà. Mais pendant que les inconnus et le public se marrent, en fait, les naturalistes pleurent face au rythme de leur disparition, à savoir moins 80% en 30 ans quand même. Et dans ces insectes qui disparaissent, il y a quand même quelques espèces qui sont plus appréciées que d'autres. Je pense aux papillons, aux coccinelles, aux abeilles, voilà, qui font partie de ces insectes qu'on aime, mais le reste, autant te dire qu'il y a peu de gens qui s'émeuvent du sort des insectes. Il y a certains scarabées aussi qui sont des stars, du moins ceux qui laissent nos plantes tranquilles. Le doryphore, donc son nom ça signifie le porteur de lance, qui s'attaque aux plants de pommes de terre. Il ne fait pas partie de ceux qu'on aime, hein. Clairement, parmi les scarabées, non, le doryphore ne fait pas partie de ceux qu'on aime. Mais par contre, dans l'Égypte antique, le scarabée bousier, tu vois, ce magnifique scarabée était le symbole du dieu Khépri, qui était associé à la renaissance du soleil chaque jour. Et la boulette de bouse que ce bousier sacré roule jusqu'à son terrier pour nourrir sa larve, en fait, cette boulette de bouse, c'est en gros le garde-manger de sa larve, eh bien, il a été associé par les anciens Égyptiens à la course du soleil. Ben oui, cette boule, elle est ronde comme un soleil. Si je continue à explorer la célébrité des coléoptères, tu sais peut-être que le scarabée a donné son nom à l'une des plus célèbres nouvelles d'Edgar Allan Poe, qui s'appelle Le Scarabée d'or, The Gold Bug. Cette nouvelle, elle a été publiée en 1843 et en gros, elle raconte une chasse au trésor qui commence par la découverte d'un message codé qui est écrit à l'encre sympathique sur un vieux parchemin. Ce texte de Poe, il a beaucoup inspiré Robert Louis Stevenson qui, lui, publiera L'île au trésor, exactement 20 ans plus tard, donc vers 1863. Le scarabée, c'est aussi une vedette, alors pas seulement dans la littérature, mais aussi dans le domaine de la psychologie, figure-toi. Le psychiatre suisse Carl Gustav Jung, il en a fait une figure de proue de son concept de synchronicité. Ce concept-là, il étudie le pouvoir des coïncidences sur nos pensées. Et pourquoi le scarabée ? Parce que l'un d'eux était venu se cogner à la vitre de son cabinet, pile au moment où une de ses patientes lui racontait son rêve, qui était précisément peuplé de scarabées. C'est ça une coïncidence. Comme si le rêve de la patiente avait provoqué l'apparition du scarabée. Alors parmi les scarabées, dans l'ordre des coléoptères, et ce nom-là, cet ordre-là d'insectes, les coléoptères, ça veut dire tout simplement les ailes protégées par un étui. C'est ça que signifie coléoptère. Tout ce qui finit en ptère, tu le sais, c'est l'aile, et coléo, c'est l'étui. Voilà. Donc le scarabée tortue d'or, il offre un concentré d'émerveillement et de surprise comme peu d'autres, ceux dont je t'ai parlé avant. D'abord, regarde à quoi il ressemble sur la vignette de l'épisode que tu es en train d'écouter. C'est vraiment, pour le coup, un insecte bijou d'une incroyable beauté avec ses élytres d'or et sa carapace toute ronde en partie transparente. Ce bijou vivant vit dans les pays d'Asie du Sud-Est comme la Chine, le Myanmar, tu sais c'est le nouveau nom de la Birmanie, la Thaïlande, le Cambodge, l'Inde du Nord-Est, le Vietnam et aussi l'Indonésie. Et donc c'est un végé, il se nourrit d'une espèce de liseron. Son nom habituel, son nom vernaculaire est transparent. Il s'appelle scarabée tortue par allusion à la carapace du reptile
tortue d'or, ben oui, parce qu'en gros, il est doré. Donc, il fait partie de toutes ces espèces dont le nom est associé à une autre, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et le scarabée tortue d'or, c'est drôle parce qu'au sein de la grande famille des scarabées, qui compte 40 000 espèces, il fait partie d'une sous-famille qui porte aussi l'or dans son nom, à savoir les chrysomèles. Le scarabée tortue d'or, eh ben, il fait partie des chrysomèles, et chryso en grec, ça signifie l'or. Donc tu vois, il y a 2 fois or à plusieurs endroits. Là encore, Jung dirait que c'est une étrange coïncidence. Et donc les chrysomèles, ça veut dire tout simplement le hanneton, le scarabée d'or, selon sa racine grecque. Et dans cette famille, les scarabées tortues, ils appartiennent à un groupe qui s'appelle les cassides, d'un autre mot grec qui signifie cette fois le casque. Encore une allusion à ces fameux élytres, c'est le nom du capot protecteur de tous les coléoptères, comme la célèbre voiture de cinéma, la coccinelle. Alors le nom scientifique du scarabée tortue d'or, lui aussi, est une mine d'informations. Il s'appelle Aspidimorpha sanctae crucis. Bon, un nom compliqué qui veut rien dire comme ça a priori, mais si on gratte un peu, ce nom-là raconte sa forme en forme de bouclier qui se dit aspis en grec, qui désignait, attention, les boucliers qui sont ronds. Je ne sais pas si tu as vu le film 3 avec Brad Pitt. Dans 3, ils ont des boucliers ronds, par opposition à ceux qui sont allongés. Tu as peut-être vu d'autres films dans lesquels les boucliers avaient d'autres formes. Il n'y a personne d'autre ? Il n'y a personne d'autre ? Sanctae Crucis, lui, ça renvoie à la Sainte Croix, c'est ça que ça veut dire, Sanctae Crucis. Pourquoi ? Parce qu'il a été décrit en 1792 par un naturaliste très célèbre, en tout cas à cette époque-là, qui s'appelait Johann Christian Fabricius. C'était un zoologiste danois qui était un des meilleurs entomologistes du XVIIIe siècle. Il a nommé pas moins de 10 000 espèces, ce monsieur, et c'est lui qui a posé toutes les bases de la classification moderne des insectes, en se basant sur comment ils étaient construits. Et il y a beaucoup de ces choix qui demeurent jusqu'à aujourd'hui. Donc lui, Fabricius, c'était un disciple du célèbre Carl von Linné, qui est le père, le papa de la systématique, tu sais, qui donne des noms latins aux espèces, des noms savants, des noms scientifiques. Donc voilà, cette fameuse classification binominale qui a révolutionné l'étude du vivant, on la doit à Carl Linné, et Fabricius, c'était un de ses élèves. Donc tout ça pour en venir au fait que, comme Linné, Fabricius vivait dans une société très religieuse. À cette époque, presque tous les scientifiques étaient créationnistes et fixistes. En clair, ils pensaient que Dieu avait créé le monde en 6 jours, point barre. Ce n'est qu'en 1859 que le célèbre Charles Darwin fera tomber l'humain de son piédestal divin. Donc là, tu vois bien que Fabricius et Linné, c'était un siècle avant. Donc à cette époque, les gens étaient encore et la société était très très religieux. Darwin nous a replacés en banlieue du vivant avec la publication de son célèbre livre « De l'origine des espèces ». Ce livre explique que les espèces apparaissent, s'adaptent, se transforment ou disparaissent, tu en as sans doute entendu parler. Charles Darwin, son concept clé, ça s'appelle la sélection naturelle. Dans mon livre Nomen, l'origine des noms des espèces, je joue un peu. C'est le petit clin d'œil que je renvoie à ce maître que j'admire par-dessus tout, Charles Darwin. Il y a un peu de son livre dans le titre du mien et c'est un hommage évidemment que je lui rends. Alors la carapace du scarabée tortue d'or, c'est son moyen de défense. Quand l'insecte se plaque sur une feuille, il n'offre aucune prise aux mandibules des fourmis par exemple. Et c'est là que le beau rejoint le pratique. Donc il est ceinture et bretelles, ce petit malin. Il se cache en général sous les feuilles pour ne pas être vu des prédateurs. C'est pour ça que je dis qu'il est ceinture et bretelles, c'est-à-dire que tu vois, il est sur la face cachée des feuilles. Et pour bétonner son système de défense comme si ça suffisait pas, comme beaucoup de chrysomèles, je t'ai dit que c'était une chrysomèle en fait, le scarabée tortue d'or, il dispose aussi de l'arme chimique. Les toxines contenues dans le sang de ces espèces dissuadent les prédateurs, comme celles des pustules des crapauds par exemple. Son corps doré voyant est donc plutôt dissuasif, il signifie « passe ton chemin, je suis toxique ». Cette stratégie qui consiste à annoncer la couleur, je te l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, s'appelle l'aposématisme, qu'on retrouve aussi chez les coccinelles par exemple. Le fait qu'elles soient toutes rouges annonce aussi le fait que les coccinelles elles sont toxiques. Les oiseaux le savent. Donc pour les prédateurs qui seraient trop jeunes, qui seraient juvéniles ou un peu durs de la comprenette, le scarabée tortue d'or, quand il change de couleur et donc qu'il passe du doré au brun rouge, ça signifie attention, je suis énervé et en plus je suis toxique.
Il faut savoir que cette défense chimique peut aussi s'accompagner d'une saignée réflexe chez des espèces voisines, hein, pas chez le tortue-d'or, mais chez des espèces voisines, chez des cousins. En fait, l'insecte, il est capable d'exsuder volontairement un peu de sang, qui s'appelle pas du sang chez les insectes, qui s'appelle l'hémolymphe, parce qu'en effet, chez les insectes, tous les organes baignent dans cet hémolymphe. Contrairement aux vertébrés, tu sais, il n'y a pas de vaisseau sanguin. En gros, tout ça, ça baigne dans un liquide qui s'appelle l'hémolymphe. Et donc, la goutte de sang qui est expulsée, elle est riche en composés volatiles toxiques. Et ça fait l'effet, si tu veux, d'une bombe au poivre sur les prédateurs. Nos coccinelles le font. Hein. C'est pour ça que quand tu attrapes une coccinelle, tes doigts ils sentent bizarre après l'avoir manipulée. Il y a d'autres insectes qui ont recours à cette même arme chimique puante. Je pense aux punaises, qui s'appellent comme ça pour ça. Chez elles, la substance puante, elle sort d'une glande dédiée, mais c'est le même résultat. Et donc, punaise, ça veut dire puant. Punaise. Pardi. Le scarabée tortue d'or est actif pendant la saison des pluies avec ce qu'on appelle une diapause. C'est une phase de vie ralentie, de dormance, attention, qui se distingue de l'hibernation en ce qu'elle est déterminée non pas par les conditions extérieures comme le froid en hiver, mais par les gènes d'un être vivant. C'est la grande différence entre la diapause et l'hibernation. Donc c'est un mécanisme avant tout adaptatif qui permet à certaines espèces animales de survivre aux variations extrêmes des conditions de vie. Le froid, mais aussi la chaleur, la sécheresse, l'humidité, le fait que la nourriture se fasse rare, etc. Donc tu vois, c'est pratique, la diapause, elle permet par ailleurs de synchroniser un cycle de vie avec le cycle des saisons. Donc chez d'autres espèces comme les oiseaux que tu connais bien, il y a d'autres stratégies qui remplacent la diapause, c'est tout simplement la migration. Pour fuir les mauvaises conditions, quand on le peut, autant migrer. Tandis que la diapause, comme je te l'ai dit, elle est déclenchée d'abord par la génétique, c'est ça qui la distingue de l'hibernation, je te l'ai déjà précisé, et tu te rends compte qu'avec le réchauffement, les espèces qui n'ont plus à affronter les rigueurs de l'hiver ne migrent pas, n'hibernent plus, ou beaucoup moins, et donc la diapause peut suffire. Alors maintenant, on va parler un peu du menu des chrysomèles. La plupart des scarabées de cette famille sont des herbivores. Ils sont oligophages, ça veut juste dire qu'ils se cantonnent, si tu veux, à quelques espèces de plantes seulement. Ils ne mangent pas tout, ils sont vraiment spécialisés sur quelques espèces uniquement. Notre scarabée tortue d'or, il se nourrit de liserons du genre Hippomoea, qui sont des plantes volubiles, c'est-à-dire, c'est un joli nom, ça veut dire que ce sont des lianes qui sont non pas bavardes, mais grimpantes. Elles s'enroulent, tu sais, autour de leur support, comme le liseron en Europe. Sa cousine, la casside de la patate douce, Aspidimorpha quinquefasciata, qui est originaire des régions tropicales d'Afrique, elle, on la surnomme la petite tortue à La Réunion. Elle a été introduite volontairement, malheureusement, en Nouvelle-Calédonie en 2008. Et aujourd'hui, elle est considérée comme une EEE, une espèce exotique envahissante, en clair, comme une bestiole qui peut causer des dégâts. Donc là, tu vois, elle, la casside de la patate douce, elle mange ce que les humains cultivent. Et là, ça se passe mal. Les cousines françaises et européennes ont d'autres préférences. La chrysomèle du romarin, par exemple, Chrysolina americana, drôle de nom pour une espèce européenne au passage, elle jette son dévolu sur la famille des lamiacées. C'est tout ce qui est menthe, lavande, romarin, sauge, thym. La chrysomèle du romarin grignote les feuilles et les boutons floraux. Sa cousine, la chrysomèle de l'oseille, qui est en France aussi et en Europe, Gastrophysa raffani, elle fait un autre choix, qui est là dans son nom, donc j'y reviens pas, elle préfère l'oseille, ouais, c'est comme ça. Et tu vois au passage, et c'est un des trucs que j'explique dans mon bouquin Nomen, là, c'est que il y a un autre moyen de nommer les espèces qui est tout simple et qui est évident, c'est de les nommer en fonction de ce qu'elles mangent. Et là, je viens de t'en donner deux exemples, avec la chrysomèle du romarin et la chrysomèle de l'oseille. C'est une autre manière de nommer facilement et de manière un peu maligne les espèces, c'est vrai. Alors, je m'empresse de te dire, puisque c'est des espèces que tu pourras trouver dans ton jardin, que si ces beaux insectes métallisés font quelques trous de trop dans tes plantes, au lieu de vaporiser toutes sortes de produits chimiques dégueulasses qui vont tuer tout ce qu'il y a dans ton jardin, en fait, il suffit que tu ramasses les adultes avant les pontes d'automne, ça suffit. Donc abandonne l'artillerie chimique lourde, puisque comme je t'ai dit, tu risques d'éradiquer toutes les autres espèces, pour le coup, dont certaines sont très utiles, je pense aux pollinisateurs, dont les prédateurs naturels de ces chrysomèles, que sont les guêpes polistes aux longues pattes, les coccinelles, mais aussi les punaises, les larves de chrysopes, les cirphes, qui sont, tu sais, ces mouches déguisées en guêpes, là, jaunes et noires, qui sont les championnes du vol stationnaire. Et si vraiment l'infestation est trop importante, il suffit que tu tailles les rameaux des plantes attaquées après les pontes, et ça va te débarrasser des œufs.
Bah oui, en fait, à défaut d'être nos amis, les insectes sont nos alliés. Les protéger, c'est nous protéger. C'est protéger nos jardins, mais bien plus que nos jardins. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Comme nous, ils ont une âme, comme mon paquet mouchard. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Comme nous, ils ont une âme, comme mon paquet mouchard. Tant qu'on est dans les moyens de défense, il faut que je te parle de l'incroyable bouclier fécal des larves. Incroyable, ça s'appelle comme ça. Figure-toi que chez le scarabée tortue d'or, la larve est peut-être encore plus étonnante que l'adulte. Elle ressemble à un char d'assaut hybridé avec un Golgoth, tu sais, ces robots géants de Goldorak. En fait, ces larves-là sont épineuses. Elles sont passées maîtresses dans l'élaboration d'un autre moyen de défense incroyable qui s'appelle le bouclier fécal. Tu as bien entendu, il s'agit bien de ce que tu penses, c'est-à-dire que les larves de scarabée tortue d'or, en fait, elles utilisent leurs excréments en forme de grosses boulettes au-dessus d'elles. Elles peuvent même les orienter vers les prédateurs potentiels et ce mélange de déjections et de restes de mue, et ça aussi c'est imprégné de toxines, ce qui augmente l'efficacité de ces espèces d'entrelacs bizarres qui sont composés de caca et de restes de mue comme je te le disais. Et en plus, ces espèces de camouflage ressemblent à des cacas d'oiseaux et ça augmente encore l'effet repoussoir de ces larves. Tu vois, ce qui est admirable, au-delà du fait que je suis en train de te parler de caca, c'est que l'anus de ces larves a dépassé sa simple fonction d'éjection, des déjections du caca de cette espèce, pour devenir carrément un outil qui sert à sculpter cette dentelle d'autodéfense fécale. Chez certaines espèces, ces boucliers de défense tiennent de l'art moderne, tu vas en trouver sur Internet. Et c'est pas fini, parce que ces larves, elles peuvent aussi se regrouper et former un cercle serré avec tous les boucliers fécaux qui sont dressés et tournés vers l'ennemi, vers l'extérieur, un petit peu comme, tu sais, la formation dite de la tortue des légions romaines, où ils mettaient leurs boucliers les uns à côté des autres et au-dessus, et ça formait une sorte de char d'assaut impénétrable. Et figure-toi que leur maman, si elle est présente, elle se perche au sommet de cette pyramide de Golgoth chimique pour protéger ses rejetons, elle aussi à mi-chemin entre Madalton et G.I. Jane. Donc oui, ça me permet de te dire quelque chose qui est assez émouvant, c'est que tu vois par cet exemple que certains insectes prodiguent aussi des soins parentaux. Qui l'eût cru ? C'est aussi le cas des blattes qui nourrissent leurs petits, figure-toi. On a découvert ça récemment, il y a quelques années, avec une sorte de lait. Et oui, les insectes, même si on les méprise, ils sont capables de ça. Certaines espèces prodiguent, comme je te le disais, des soins maternels, des soins parentaux. Pour ceux qui s'intéresseraient, et vraiment ça me ferait plaisir, aux insectes, on a fait toute une série, il suffit de taper baleines et insectes pour trouver la série de Baleines sous gravillon. Et dans Combat, on a fait une série justement qui raconte ces auxiliaires de culture qu'il faut précieusement conserver dans un jardin et dont il faut favoriser l'existence, bien sûr. Et ça, on a fait ça avec Hugues Mouret de l'asso Arthropologia. Tu les trouveras facilement en tapant tout simplement dans ton appli d'écoute Combat et auxiliaires. Là, tu tombes direct dessus. Voilà ce que je voulais te raconter sur le scarabée tortue d'or. Je te retrouve très vite pour d'autres merveilles de notre calendrier de l'Avent dédié aux espèces les plus dingues, les plus incroyables, les plus fascinantes du monde vivant, les plus bizarres. Je te retrouve très vite pour la suite. D'ici là, prends soin de toi. Salut. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Pour continuer, nous avons besoin d'un petit coup de main. Tu peux laisser des étoiles et surtout un avis sur Apple Podcast et sur Spotify. Tu peux aussi faire un don ponctuel ou mensuel sur Helloasso ou sur Tipeee. Grand merci pour ton soutien. À bientôt. Et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.